Bonjour mes décieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Biarritz, au Forum international de Être et Devenir avec un des conférenciers Kiran. Bonjour. Bonjour, Vous êtes indien. je suis indien. Docteur? Oui, j'ai fait la médecine ayurvédique. On ne va pas m'appeler docteur parce que docteur, c'est plutôt réservé aux médecins allopathiques, alors que moi, j'ai la connaissance de cette science millénaire que nous appelons Ayurveda. Alors on a des petits chants un petit peu là derrière nous, mais ça fait partie du folklore, ça fait partie d'être dans cet espace où il y a des gens qui... Mais je suis très intéressée d'apprendre un peu plus sur la médecine ayurvédique et on commence, enfin ça fait un moment qu'on en parle en Europe maintenant, mais c'est encore un petit peu lointain pour nous. Qu'est-ce que c'est? Ça a commencé quand en Inde? Parce que vous êtes de l'Inde du nord de Mumbai, c'est ça? De Bombay? Oui, je suis originaire de Gujarat. C'est l'État où où la grande âme de l'Inde, Gandhi, était né et il a travaillé à partir de cet endroit-là. À l'âge de 31 ans, 32 ans, que je suis venu ici en Europe, en France, pour travailler dans la matière ou dans le secteur de l'éducation, innovation en éducation, avec le gouvernement français et à l'UNESCO. Mais mon sujet d'intérêt, ma passion, c'est l'Ayurveda. L'Ayurveda, comme vous disiez tout à l'heure, c'est une médecine très très ancienne, mais ce n'est pas qu'une médecine, c'est plutôt une science, un art de vie, c'est une philosophie, c'est une globalité. Pour l'Ayurveda, ce n'est pas simplement que la maladie ou guérison de la maladie qui est important. Par contre, ce qui est important, c'est le bonheur de l'être humain, c'est le bien-être de l'être humain. Et pour le bien-être, bien sûr, s'il y a la maladie, il faut se débarrasser de la maladie. Et c'est pourquoi déjà, il y a plus que 5000 à 10 000 ans, ce qu'on appelle la médecine ayurvédique, il y avait 8 branches, comme la pédiatrie, la médecine générale, la chirurgie, comment dirais-je, la sexologie, la science aphrodisiaque, même pour les cas au niveau, comment dirais-je, au niveau mental, les maladies mentales aussi ont été étudiées. C'est extraordinaire, cette science comme médecine a été aussi très très développée il y a plus que 5000 ans. Je dirais que c'est une des médecines les plus anciennes. Par contre, ça ne se repose pas uniquement sur le côté médical de la chose, parce que l'être humain, selon l'Ayurveda, est fait des 5 éléments et selon cette pratique, on va dire que l'Ayurveda considère que l'être humain est une sorte de composé de plusieurs êtres. On va dire qu'il y a 5 corps, au minimum 5 entités que nous incarnons en disant que c'est moi, je. Des fois, on va parler de je comme le corps. Quand je dis j'ai mal ici, c'est mon corps à cette partie-là a mal. On va parler de je, que j'ai une déception d'amour. C'est au niveau affectif qu'on va parler. Ou bien j'ai la connaissance de telle ou telle chose. Cela signifie que c'est notre côté intellectuel, le côté mental. Et puis, encore plus profond, il y a le côté psychique, il y a le côté âme, la véritable fond de soi-même, l'être humain. Et selon la croyance hindouiste, croyance tibétaine, croyance bouddhique, même d'une autre religion qui s'appelle Jainisme, nous croyons dans des incarnations et réincarnations. Et cela signifie que cette partie la plus subtile, psychique et spirituelle, qui se réincarne d'une vie à l'autre et qui fait tout un progrès, une évolution. Mais pour revenir à l'Ayurveda, l'Ayurveda se consacre son temps et sa connaissance d'abord le côté prévention. Parce que s'il n'y a pas de prévention, on aura beaucoup trop de maladies. Parce qu'il vaut mieux prévenir que d'abord tomber malade et puis après se soigner. Deuxièmement,
s'intéresse au bien-être, c'est-à-dire comment on pourrait avoir la joie de vivre, comment on pourrait développer ce côté intérieur. Euh, il y a une des définitions de l'Ayurveda ce qui me plaît beaucoup, qui dit que le matin, avant le lever du soleil, si on a envie de sortir de son lit, de sauter de son lit en disant « Ah, un beau jour qui se lève et je vais faire plein de belles choses, j'ai tellement de beaux projets, la vie est tellement belle et joyeuse ». Si on a cette sorte d'enthousiasme, on va se considérer qu'on est en pleine santé. Sinon, selon l'Ayurveda, on dit qu'il faut véritablement poser la question. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, chacun d'entre nous, aujourd'hui, n'a pas tellement envie de se lever le matin. Non, mais c'est l'effet Ricoré, nous on appelle ça. Le petit déjeuner, l'ami Ricoré. Et là, on sort en... Non, mais il y avait une pub comme ça en France qui était Waouh, c'est génial, c'est le matin, ça y est, c'est parti. Mais moi, je suis un peu comme ça. Des fois, ça m'arrive de chanter comme ça. Et c'est bon signe. Hein. Mais on peut aussi, quand même. Est-ce que dans l'Ayurveda et faire la philosophie ayurvédique, on interfère ou du moins on émet des intentions ou est-ce que ça fait partie de la philosophie aussi de créer des contextes où on pense que ça nous tombe un peu dessus et c'est une destinée qui est déjà toute faite? Ah non, l'Ayurveda n'est pas une certaine sorte de philosophie du défaitisme. Au contraire, au contraire, selon l'Ayurveda, il y a la possibilité à tous les points de vue de se soigner, se sentir bien, être en pleine forme. Et il y a des techniques, des recettes, des médicaments. Il y a tout. Ça commence déjà, par exemple, dans le domaine de massage. Quand j'avais lu un texte ayurvédique qui disait que le massage doit commencer un an avant la naissance et doit continuer jusqu'au dernier souffle. Alors je me suis dit, certainement, c'est une sorte d'erreur, qu'on ne peut pas commencer le massage un an avant la naissance. Mais après coup, quand j'ai étudié le texte, j'ai bien compris qu'il y a le massage prénatal, c'est-à-dire le massage des femmes enceintes, et il y a aussi les massages préconception, dans le sens que même avant que la femme soit enceinte, il faut qu'elle prépare son corps, il y a des massages particuliers pour cela. Et puis, un jour, j'étais en train d'enseigner et d'un seul coup, j'ai compris et j'ai donné l'exemple à mes élèves, que regardez, un agriculteur, il ne va pas aller semer ses graines dans un champ qui est plein de mauvaises herbes. C'est-à-dire qu'il faut préparer le terrain, préparer les champs. C'est pourquoi même il faut commencer tout un travail avant la naissance, avant la conception. Et l'Ayurveda donne une très grande importance à tout cela. Alors, il y a aussi le côté dans l'Ayurveda, on le voit au niveau de la nutrition, les massages, l'huile, non? Et c'est obligé, on est obligé, ça fait vraiment partie du nettoyage, même une détox mentale et du corps. Voilà, tout à fait. Alors, je vais revenir encore une fois à l'Ayurveda. Sa technique de base, c'est ahar, veut dire la diététique, c'est-à-dire la première nourriture, premier médicament, c'est ce qu'on mange. Et si il y a un dicton sanskrit qui dit que si on ne mange pas bien et si on prend un médicament, ça ne sera pas efficace parce qu'on va retomber malade. Par contre, si on mange d'une façon très équilibrée, très correcte, une nourriture bio, équilibrée point de vue de la lune et le soleil, point de vue des 6 goûts, point de vue des 7 couleurs, point de vue de ces matières, sattva veut dire la légèreté, la lumière, rajas veut dire la vitalité des aliments. À ce moment-là, Plus végétarien. En principe, c'est plus végétarien, mais l'Ayurveda n'est pas obligatoirement végétarien. L'Ayurveda nous permet de manger, les choses de base de viande, mais disent qu'après l'âge de 40 ans, il faut être plus prudent. Après aussi, il y a des animaux qu'on mange, devaient avoir, d'exercice physique, c'est-à-dire les animaux en batterie et tout ça, ça sera mauvais.
Mais alors, premier vecteur de santé, selon l'Ayurveda, c'est ahara ou la diététique. Deuxième vecteur de santé, selon l'Ayurveda, c'est vihara, qui signifie comment on vit la vie, à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche, comment est notre maison, comment est notre lieu de travail, quelles sont les personnes qui nous entourent. Parce que si vous vivez avec quelqu'un qui est tout le temps colérique ou tout le temps stressé, même si vous-même vous êtes zen, ça va vous affecter. Ou quels sont les vêtements que vous portez, quels sont les exercices que vous faites, quelle est l'atmosphère, si vous vivez au bord de la mer, vous vivez dans la forêt, si vous vivez dans un immeuble où il y a tout le temps de bruit et des choses comme ça. Alors, comment on vit la vie a une très grande importance sur la santé. Mais l'Ayurveda ne s'arrête pas juste là. L'Ayurveda nous dit aussi Manovyapara, c'est-à-dire quel est l'état d'esprit, comment est votre mental. Si vous êtes apaisé et calme, vous allez avoir plus de maîtrise sur les choses, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors que si vous êtes tout le temps stressé, tout le temps nerveuse ou tout le temps en colère ou tout le temps mal organisé au niveau de l'esprit, certainement toutes vos décisions, toute votre vie sera affectée par cet état d'esprit, c'est-à-dire être calme et apaisé, ce sera une des conditions de base au niveau du mental. C'est vrai que notre société est stressée, et puis on court, et même on a l'impression, beaucoup, nous sommes dans un mode de victime, hein, où ça nous tombe dessus, et puis on est dans cette ville, dans cet immeuble, avec ce bruit autour, ce boss, tout est extérieur qui nous stimule, et est-ce qu'on peut quand même pratiquer tout ça, même dans un environnement qui bouscule ? Absolument, absolument. C'est-à-dire, d'autant plus, hein, parce que l'Inde, quand même, c'est pas le plus calme au monde. certainement pas. L'Inde n'est pas du tout calme. Au contraire, c'est l'effervescence de bruit, l'effervescence des couleurs. Mais en même temps, en indien, vous allez voir, même par exemple quelqu'un qui est dans la rue, vous savez, même en plein soleil, à 40 degrés, il va s'endormir. Euh, et ça, c'est exceptionnel, cette sorte de lâcher prise. Ce qui est important pour chacun d'entre nous, d'un côté, il y a bien sûr les meilleures circonstances vont nous aider, mais en même temps, il faut avoir à l'intérieur de soi aussi cette sorte de lâcher prise, cette sorte de calme intérieur par laquelle on pourrait faire face à tout ce qui est à l'extérieur de nous. Voilà. Ça, et on le sent, hein, chez certaines personnes, ou même chez vous, ou quand on approche des moines peut-être tibétains, ou des personnes qui se recueillent énormément, on sent cette paix intérieure, et en même temps, on est amené quand même dans notre société à vivre cette paix, mais d'être quand même dans l'action, tout ce qu'on en est. Hein, il faut quand même que ce soit pratique. Est-ce que c'est pratique l'Ayurveda ? Est-ce qu'on peut tous le faire ? Au contraire, l'Ayurveda est très pratique. L'Ayurveda nous conseille l'action, l'Ayurveda nous conseille d'agir. L'Ayurveda, contraire au yoga, ou contraire aux pratiques religieuses ou d'autres choses, n'est pas, comment dire, se cacher ou aller méditer comme des moines dans des monastères. Non, non, on est censé de vivre la vie quotidienne pleinement. Même la philosophie de base, c'est que dans surtout première partie de la vie humaine, c'est des études, mais après l'âge de 25 ans, il faut vivre une vie familiale, il faut prendre la responsabilité de la famille, de la société, de se marier, avoir des enfants, s'occuper des enfants, s'occuper de sa femme, s'occuper de sa société. Et cette énergie de l'amour qui se trouve doit être pleinement épanouie, pleinement développée en soi, et que soi-même, on vit cette vie-là. C'est pas, comment dirais-je, abandonner la vie extérieure. Au contraire, vivre la vie et vivre les passions, vivre une nourriture, comment dire, de bonheur et tout ça.
Est-ce qu'on peut facilement l'adapter à un Européen? Parce que des fois, on se rend compte que ces médecines ancestrales ou des choses qui ont été développées plutôt en Inde ou autres doivent être quand même un peu adaptées pour que les Européens puissent suivre ça. Parce que je suppose que quand on est né en Inde, ça vient quand même avec une éducation, ça vient avec une culture, ça vient avec un environnement qui fait qu'on est peut-être plus adapté à pratiquer ce genre de choses, peut-être plus facilement. Peut-être, mais peut-être pas, dans le sens que, selon moi, non, non. L'Ayurveda, déjà par la définition même, nous dit qu'il faut pratiquer selon le desha. Desha veut dire le pays, l'endroit où vous vivez, il faut pratiquer. C'est-à-dire, il y a des règles de base. C'est cela la science. C'est comme on ne va pas dire qu'on ne va pas pratiquer Archimède ou Newton uniquement en Europe et pas en Inde. La pesanteur existe partout, où toutes ces lois scientifiques sont valables partout. Mais ce qu'il faut bien comprendre, qu'on ne peut pas, comment dire, aveuglément importer des choses d'un pays et imposer sur une autre culture. Et il faut savoir faire attention à tout cela. Mais en même temps, par exemple, moi j'ai introduit l'Ayurveda il y a trentaine d'années ici en Europe, surtout en France. Au départ, tout le monde voyait l'Ayurveda avec des yeux bizarres, mais petit à petit, et puis j'ai dû introduire l'Ayurveda tranquillement, dans le sens qu'en prenant le temps, en expliquant le côté diététique qui nous fait du bien, en utilisant le côté occidental qui existe, mais en même temps, en prenant quelquefois le côté cuisine, en utilisant les épices, en disant que voilà, si vous utilisez la moutarde, ça élimine l'élément air, le ballonnement. Et c'est pourquoi même quand des gens mangent les salades ou mangent des frites, même ici, on utilise la moutarde sans savoir que c'est bon pour la santé. Après, il y a plein de types de moutarde. Une fois de plus, de quelle moutarde parlons-nous là? Juste pour donner un petit exemple, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de styles. On trouve de tout. Et bon, alors, on est un petit peu de plus en plus au courant et on essaye d'acheter bio. Mais au-delà du bio, il y a quand même d'autres critères, non? Alors l'Ayurveda, fondamentalement, nous conseille qu'il faut que ça soit bio, que ça soit organique, que ça soit sans pesticides, que sans sorte de... Mais l'Ayurveda va aller encore plus loin que pour les puristes, dans le sens qu'il faut que ça contienne des vibrations les plus positives que possible. C'est pas marqué sur le pot, ça. Voilà, ça, c'est pas marqué. Good vibes in it. Exactement. Mais chacun d'entre nous, on sait que, par On exemple, peut le sentir aussi. on peut sentir, ou que quelqu'un qui nous prépare un repas avec beaucoup d'amour, c'est génial, hein, que quelqu'un qui est dans la colère, etc. Alors tout ça, ça compte beaucoup. Même le décor, même l'ambiance. Les six sens, hein, les cinq sens. Voilà, tous les cinq sens, et au-delà de cinq sens, il y en a d'autres sens qui se trouvent dans l'être humain. Tout ça, ça compte beaucoup. Ce matin, je faisais une interview sur le sixième sens avec Jocelyn Morisson, et qui va aussi vous interviewer, d'ailleurs, un journaliste qui a écrit un livre sur l'intuition, le sixième sens. Quels sont les autres sens, justement? Parce que il y en a d'autres, au-delà du sixième même, de l'intuition. Est-ce qu'on peut dire que le sixième est l'intuition? Alors, je n'ai pas les noms précis, mais tous les textes anciens parlent d'à peu près 12 sens dans la, comment dire, la conception indienne des choses. Et même, on n'est pas limité qu'à ces 3 dimensions. Il y a à peu près douzaine de dimensions qu'il faut considérer. Mais le jour d'aujourd'hui, on a la perception seulement de ces 3 dimensions. Mais beaucoup d'entre nous, sans savoir, on utilise les dimensions qui sont plus subtiles. Voilà. C'est marrant comme l'être humain se réveille à ça, non? Vous le voyez, l'évolution dans ces 30 dernières années, même en Inde, ici ou ailleurs? Oui, l'évolution est très, très visible maintenant. Que ce soit chez des gens comme vous et moi, ou bien chez des chercheurs, c'est encore plus, chez des musiciens, chez des artistes. Partout, je vois une certaine sorte d'effervescence, une certaine sorte d'intuition qui s'ouvre.
et les cœurs s'ouvrent pour... Le voile se lève. Absolument, absolument. Oui, il y a autant de choses mauvaises qu'il y a autant de choses positives aussi qui sont en train de se naître. Est-ce que c'est justement le yin-yang là? Est-ce que c'est toujours en équilibre comme ça? Le bon est en équilibre avec le mauvais? Bon, je ne suis pas le bon Dieu pour pouvoir vous répondre, mais... Votre perception en tout cas de cet équilibre qui doit s'opérer, parce qu'on a l'impression quand même, plus il y a de personnes qui se réveillent, et c'est pas possible que plus il y a de personnes après qui sont dans l'ombre quand même. Ça c'est certain. C'est-à-dire plus les médias et les autres nous parlent des choses tellement négatives partout, mais je pense qu'il y a aussi autant de choses positives qui se passent d'une façon sous-jacente, d'une façon cachée. Et je pense, comme vous êtes en train de me poser cette question, cela montre aussi que le côté positif qui est caché dans le cœur de chaque être humain est en train de se révéler enfin. Magnifique. Bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle conférence. J'étais ravie de pouvoir faire cette interview avec vous. Merci beaucoup de votre temps. Et puis je vais vous poser quelques questions hors caméra pour préparer mon voyage en Inde. Absolument. Merci. Vous êtes la bienvenue en Inde, un pays de merveilles. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous les délicieux co-créateurs qui regardent cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez, partagez. C'est fait pour ça. Grâce à Internet, on peut diffuser partout dans le monde. Gros bisous. On vous aime. Au revoir.